Si on se projette en 2020, c'est une bonne nouvelle. L'efficacité énergétique sera ou pourrait être la première source énergétique domestique au même niveau que l'électricité, autant que l'électricité. Ça veut dire évidemment un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'on puisse arriver à faire tout ce qu'on a prévu dans le Grenelle, tout ce qui est dans, évidemment les 3x20 européens, et évidemment de ce qui nous arrivera de la nouvelle directive européenne efficacité énergétique qui a été votée en octobre et qui sera transcrite, on espère, très rapidement. Mais c'est juste pour donner les enjeux. Première ressource énergétique domestique à l'horizon 2020, autant que l'électricité. Ce qui veut dire, et c'est le message, puisque le rôle du CESE, tu le rappelais, mais un des rôles du CESE aussi, c'est d'envoyer des messages politiques. Et nous avions hier Delphine Batho et Cécile Duflot qui étaient à la présentation de nos travaux. Et évidemment, c'est d'envoyer des messages politiques. Et le premier message politique à toutes les sociétés que l'on voulait envoyer, c'était l'efficacité énergétique, ce n'est plus une variable d'ajustement. C'est une source énergétique en tant que telle. Donc ce n'est plus une variable d'ajustement et on doit la traiter comme telle, au niveau politique, au niveau économique, au niveau des citoyens. Bref, elle sera cette première source énergétique si on veut bien qu'elle le devienne. Ça veut dire aussi que par rapport au débat, il est extrêmement important que pour une fois, on démarre par la demande et pas uniquement, oui, c'est très important la demande, parlons de gaz de schiste et de nucléaire. On a vraiment impératif dans ce débat de reconsidérer nos moyens, nos besoins et la demande, et c'est le message qu'on a voulu faire passer. Pour ça, et étant donné ce que c'est, on a demandé aussi à ce que soit faite une réelle étude macroéconomique. Ça n'existe pas sur l'efficacité énergétique, une réelle étude macroéconomique qui voit les enjeux des uns et des autres, enfin, en tout cas en termes d'emploi, en termes économiques et industriels, etc. Juste un chiffre pour vous donner les enjeux macroéconomiques, on parlera de précarité. 1 euro investi pour lutter contre la précarité énergétique, c'est 42 centimes de frais de santé économisés. Donc c'est pour vous dire que ça a des impacts énormes et qu'on a besoin de cette vision de long terme et globale. Notre avis a traité 3 sujets principaux, le bâtiment, la précarité énergétique et l'industrie. On n'a volontairement pas traité le transport qui est un énorme enjeu sur ces sujets, mais c'était donc tellement énorme que dans le délai qui nous était imparti, on ne pouvait pas le traiter de façon réelle, mais le CESE est appelé à le traiter, j'espère, rapidement. Bâtiment, gros enjeu, 88% des objectifs du Grenelle, 500 000 logements rénovés annoncés par le président de la République à la conférence environnementale, contre 400 000 qui étaient prévus dans le Grenelle, et pour vous donner un chiffre, 160 000 réalisés en 2011. Bon, on a un tout petit gap. Donc à partir de 2013, si on doit passer à 500 000, autant vous dire que les objectifs sont ambitieux et très honnêtement aujourd'hui, les objectifs sont peu réalisables. Donc on a posé quelques conditions et notre rôle a été de développer un peu quels étaient les blocages, parce que sur le bâtiment en particulier, il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec le plan bâtiment Grenelle, dit plan bâtiment durable maintenant, par les acteurs, les différents acteurs, beaucoup de choses ont été faites. Ceci dit, il y a des blocages. Donc je ne vais pas tous les énoncer, mais le premier blocage, c'est les contre-signaux. On a besoin aujourd'hui d'un signal politique fort et surtout pas de contre-signaux sur ce secteur. Et le premier contre-signal qu'on a noté, c'est ce qui concerne la TVA. On annonce effectivement le bâtiment comme un enjeu énorme, on veut passer de 400 000 à 500 000. On est passé dans le précédent gouvernement d'une TVA de 5,5 à 7 et on nous annonce une TVA qui passerait de 7 à 10%. On l'a noté très fermement en disant que c'était un contre-signal et que ça pouvait dépendre toute la filière. On est allé même un peu plus loin puisqu'on s'est positionné pour dire que l'efficacité énergétique devrait être considérée comme des biens et services de première nécessité et à ce titre bénéficier de la TVA à 5%. Donc on a voulu vraiment noter une proposition forte.
quelques blocages dont je vais parler très rapidement. Les professionnels s'y reconnaîtront et trouveront les éléments. Mais le premier blocage, c'est les normes qui ne sont toujours pas définies pour le tertiaire. Le tertiaire, c'est un énorme jeu. On a un décret sur les normes du tertiaire qui ne sont pas sorties. Moyennant quoi, on a attentisme et plus rien ne bouge. Deuxième blocage, la formation. C'est un gros blocage. Les professionnels peinent à se former. Il faut reconnaître qu'un artisan préfère être sur un chantier qu'une journée de formation, il ne faut pas se le dire. Mais on a souhaité là aussi donner des signaux forts. Le premier étant une éco-conditionnalité des prêts, en tout cas des aides publiques. Si on donne un éco-PTZ, privilégions l'éco-PTZ à des entreprises qui sont formées, qui sont reconnues Grenelle de l'environnement. Donc ça incitera évidemment à la formation très rapidement et ça redonnera confiance. Et c'est pas neutre, ça redonnera aussi confiance aux consommateurs. Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir plus de formation. Ça entraînera aussi, on l'a proposé, il faut absolument des garanties de performance et plus seulement être dans le théorique. Donc il faut des garanties de performance, des contrôles, etc. Troisième point, un potentiel énorme sur l'efficacité active. L'efficacité active, on a des leaders en France de l'efficacité active, c'est toute la gestion intelligente des bâtiments. Donc on a du potentiel. Ça ne réduit pas en rien le potentiel de rénovation du bâti, mais il y a des réelles filières industrielles sur ces sujets qui doivent et qui peuvent être développées. Quatrième chose, l'information des citoyens. L'implication et l'information des citoyens. Au-delà de l'information globale, au-delà du comportement de chacun, bien évidemment, au-delà du gaspillage, je ne peux pas dire, quand même on a besoin d'outils d'information. On a donc réévoqué dans cet avis les enjeux liés aux compteurs communicants qui ont des potentiels entre 5 et 15% d'économie d'énergie, ne serait-ce que par l'information. Un enjeu très important qu'on a resitué dans le logement collectif, c'est l'individualisation des charges de chauffage. Juste pour vous dire un chiffre, parce que c'est quand même important, 5 millions de logements collectifs, 500 000 aujourd'hui ont des charges individualisées, chacun paye, donc un potentiel de 4,5 millions. En Allemagne et dans tous les pays du Nord, ils sont à 97% de charges individualisées. 4,5 millions. Le potentiel, si on avait tous le potentiel de charges individualisées, c'est 450 millions d'euros d'énergie fossile qui peuvent être économisés. Petit enjeu. Donc, il y aura une obligation en 2016 avec la nouvelle directive, mais aujourd'hui, la loi bloque là-dessus. Donc, c'est vraiment important de le débloquer. Bon, voilà quelques éléments. Un dernier élément important sur le bâtiment, on a parlé de financement. Là, il faut vraiment innover sur le financement. On a entendu un certain nombre de sujets sur le tiers investissement sur lequel il faut développer, sur les orientations de la Banque publique d'investissement, sur l'efficacité énergétique, sur les entreprises de l'efficacité énergétique. Et puis, on a beaucoup parlé de la création d'un fonds ou d'une banque qui pourrait permettre d'aller chercher les prêts de la banque, en tout cas les fonds de la Banque européenne d'investissement, et qui permettrait de faire levier pour financer des projets à travers les banques de détail, et donc qui pourraient permettre d'avoir des taux bonifiés. Cette proposition, on l'a faite en disant qu'il faut réorienter les certificats d'économie d'énergie qui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sont pas mal été attaqués, et réorienter une partie des fonds pour permettre de financer ce programme ou cette banque sur l'efficacité énergétique qui existe en Allemagne depuis des années et qui existe depuis le début de l'année 2013 en Angleterre. Deuxième sujet, je vais passer vite, mais il est inquiétant, c'est la précarité énergétique. 3,8 millions de ménages, plus de 8 millions de Français souffrent aujourd'hui de précarité énergétique, ce qui veut dire ont plus de 10% de leurs revenus qui sont consacrés à l'énergie. Et je voudrais juste vous dire le profil des personnes qui sont en précarité énergétique parce que c'est contre les idées reçues. Plus de 50% sont des personnes âgées vivant en zone rurale ou périurbaine, propriétaires vivant dans des maisons individuelles. Ça, ce sont plus de 50% des précaires énergétiques.
qui sont en plus, j'ai oublié, chauffés au fioul. Donc, ils sortent de toutes les aides, ils sortent de tous les suivis, ils sont totalement isolés. Donc, extrêmement important. On a proposé un programme d'isolation important, une généralisation des aides, une aide pour le chauffage pour tous, et pas que pour l'électricité et le gaz aujourd'hui. Les gens qui sont chauffés au fioul, ils n'ont rien. Et puis, dernière chose, une concertation immédiate pour pouvoir mettre dans les critères de décence l'efficacité énergétique pour l'allocation des logements. Ça fait débat. L'idée n'est pas de sortir des logements tout de suite, évidemment, du marché, c'est pas possible, mais on ne peut plus se permettre, dans notre pays, qui est la cinquième puissance mondiale, de louer des passoires énergétiques telles que c'est aujourd'hui. Dernier sujet, l'industrie. L'industrie, la première idée reçue, c'est que quasi tout a été fait. Et c'est vrai que beaucoup a été fait. C'est vrai. Mais c'est à noter, il y a encore un énorme potentiel à exploiter. Ça a été des débats en section parce que tout le monde, toutes les parties prenantes étaient persuadées que le sujet était déjà atteint. Ça l'est pas. Il y a encore d'énormes potentiels dans les process, dans les modèles économiques qui permettent de vraiment retrouver l'efficacité énergétique. Alors, on a premier sujet, c'est les filières industrielles liées à l'efficacité énergétique. Si c'est la première source énergétique à l'horizon 2020, il y a des filières industrielles qui peuvent se développer et il faut aider au déploiement de ça. On a parlé des compteurs, etc. Il y en a beaucoup, je ne vais pas revenir, mais c'est des filières énormes qui peuvent se développer. Deuxième sujet, l'éco-conception et vraiment les process de production. L'éco-conception, c'est un potentiel énorme. La directive européenne qui existe depuis 2005 est en œuvre, déjà. On avait démarré avec l'étiquette énergie. La directive éco-conception, elle existe, mais elle est loin d'être optimisée. On a besoin qu'elle aille plus loin. Et je voudrais noter là-dessus, un de ces potentiels, un chiffre quand même, c'est si elle est vraiment mise en œuvre, c'est un potentiel de 450 millions de tonnes d'économie de gaz à effet de serre. C'est quand même pas rien. Et de CO2. Et pour ça, on a besoin que la France prenne le leadership là-dessus, vraiment de façon importante, et aille développer des économies circulaires, bref, change de paradigme et se dise que demain, notre objectif, c'est plus d'améliorer le système existant, mais c'est de pouvoir avoir un impact positif ou bénéfique, et donc de mettre ce potentiel au plus haut. Donc, voilà ce que je voulais vous dire très rapidement, parce qu'en fait, il faut beaucoup plus de temps, mais je n'ai pas le temps. Donc, nous, on a défini vraiment sur la partie industrie, un enjeu fort, c'est que ça peut et ça doit être un avantage compétitif. Et juste une note sur l'industrie, parce que c'était quand même suffisamment rare pour être noté, il y a eu, il y a quelques temps, il y a pas quelques mois, une coalition ONG plus industrielle qui ont demandé à ce que les normes de l'éco-conception, de cette directive éco-conception, soient appliquées plus vite et plus fortement pour permettre que les produits industriels européens soient de bonne qualité et donc des avantages là-dessus, et évidemment sur les enjeux environnementaux. Donc il y a une réelle volonté de tous avec là-dessus. Il faut qu'on aille plus loin, il faut que les politiques puissent être leaders au niveau européen pour que ça puisse s'engager. Voilà, pour vous dire que les enjeux sont énormes, mais réjouissants, parce qu'il y a un potentiel énorme dans beaucoup de secteurs, et que voilà, on a essayé d'envoyer tous ces messages politiques à nos ministres hier. Je vous remercie de votre attention.